Alors, pour la plupart, c'était une première, on l'a entendu dans le reportage. Pourtant, on pensait que les jeunes jurassiens naissaient limite avec des skis aux pieds. Eh bien non, contrairement aux idées reçues, les jurassiens ne naissent pas tous avec des skis aux pieds. Et justement, c'est pour lutter contre la baisse de fréquentation du jeune public sur les domaines nordiques jurassiens que l'association Jura Nordique a décidé de mettre en place cette journée. Pourquoi il est important d'initier justement les jeunes à la fois au ski, mais surtout au ski de fond? Eh bien, en fait, c'est une activité un peu méconnue. Qui fait vivre tous les Hauts-Jura, et c'est important de leur faire découvrir déjà le secteur, l'activité, avec des moniteurs diplômés qui pourront leur dispenser les meilleurs conseils possibles. D'où viennent les collégiens? Ils viennent de tous les collèges du Jura, donc tous les collèges jurassiens sont invités par l'association Jura Nordique et par le Conseil général à participer à cette journée de découverte. Avez-vous des retours de ces jeunes qui participent à cette journée? Pour les sorties qu'on a pu faire durant l'hiver avec eux, ils sont enchantés de la journée. Ils passent vraiment une bonne journée avec des cours le matin avec les moniteurs diplômés de l'ESF et l'après-midi avec leurs professeurs en libre accès sur les pistes. Pourquoi avez-vous accès uniquement sur des élèves de 6e? Alors parce que on voulait, l'association, le conseil d'administration souhaitait quelque chose, prendre des élèves le plus tôt possible. Cela correspondait bien avec la compétence du conseil général du Jura qui s'occupe des collèges. Et il est vraiment très très difficile de travailler avec toutes les écoles primaires du département. Donc c'est pour ça la solution de facilité, c'était un peu les collèges. Et les collèges ont vraiment tout de suite répondu présent à cette initiative? Oui, il y a eu vraiment une bonne participation dès la première année de mise en place de l'opération pendant l'hiver 2009-2010. C'est la 5e année donc, oui, que vous mettez en place ces journées. On l'a entendu, l'objectif c'est que les jeunes reviennent sur le site. Est-ce qu'ils reviennent sur le site? On essaye, on y travaille chaque hiver pour qu'ils reviennent, donc leur donner envie pendant la sortie et après les inciter à revenir plus tard avec leur famille, avec leurs parents, leurs frères et sœurs. Et c'est pour ça qu'on leur distribue avant la sortie ou après la sortie, en fonction des professeurs des collèges, un petit flyer qui leur donne droit de revenir gratuitement une journée sur un domaine nordique jurassien et d'avoir une réduction de 20% sur un cours avec l'ESF. Et ça fonctionne? Ils reviennent? Ça fonctionne, on essaye. Pour l'instant, on a des retours un peu légers, ouais, mais on y travaille et je pense qu'avec la communication qu'on a fait cet hiver sur l'opération, ils vont finir par revenir et il ne faut pas hésiter parce qu'il y a encore de la neige sur oui, c'est ce que j'allais vous demander, malgré le redout. Ah, mais il n'y a pas de redout. Chez nous, on a vraiment de la neige. On a encore vraiment, les domaines nordiques sont encore très enneigés. Il y a du soleil, c'est parfait. Conditions optimales donc pour bien skier. Quelles autres actions mettez-vous en place pour les faire revenir? Pour les faire revenir, on essaye de... Il y a des ateliers pédagogiques? Donc oui, les moniteurs, l'enseignement dispensé par les moniteurs pendant la journée est très ludique. Donc ils font des jeux, ils font des petits ateliers, des bosses, des slaloms. Et du coup, c'est l'appréhension... ils appréhendent l'activité d'une façon par le jeu. Donc c'est beaucoup plus ludique et facile. Et puis on ne va pas les emmener se balader sur une piste de 15 km avec des côtes énormes. Donc c'est ça, c'est le jeu. Il faut vraiment leur donner envie. Et le nordique, ce n'est pas que des pistes interminables, c'est aussi du jeu. Et d'ailleurs, il continue jusqu'à la fin de la semaine et avec du beau temps en perspective. Merci de nous avoir présenté donc cette activité. Quittons les pistes de ski pour prendre la route du côté de l'A36 près d'une barrière de péage avec Faiza. Oui, tout à fait, Muriel. Alors là, je suis avec Isabelle Donat. Bonjour Isabelle, vous êtes un peu le Big Brother de cette fontaine de péage. Derrière vos écrans de contrôle, vous voyez tout ce qui se passe et notamment les fraudes. Oui, bien sûr, bonjour. Alors expliquez-nous, comment ça se passe? Comment vous contrôlez? Alors moi, c'est bien simple. J'ai un système de caméra où je visualise toutes les voies. J'ai un système où je peux voir toutes les vidéos. Et comment vous repérez qu'une personne est en train de forcer la barrière? Vous la voyez à l'image? Vous pouvez nous montrer? Alors oui, bien sûr. Alors quand un client nous fait un passage en force, nous,
Sur l'écran, on a justement passage en force. On va visualiser dessus. Donc là, je vais vous montrer. Là, vous en avez vu ce matin? Oui, ce matin. Bon, on en a un peu tous les jours quand même. D'accord. Donc alors, attendez, je vais vous montrer voilà, un exemple de ce que l'on voit. Alors là, vous le voyez en direct, vous voyez le véhicule léger ou le poids lourd passer en force. Ah bah là, on le voit. Voilà, attendez, je vais vous mettre plein écran et voilà. Alors là, c'est le système, il va pousser la barrière, tout doucement. Alors ça, vous l'avez vu ce matin? Voilà. Alors quand vous constatez ça, qu'est-ce qui se passe après? Alors ensuite, avec nos outils informatiques, tout remonte donc sur nos écrans. On va aller rechercher le numéro. Ce numéro va être scanné à un service ADOL qui va lui s'occuper de la personne. D'accord, donc la personne elle va être interpellée. Mais alors vous surveillez tout le temps, comment vous vous organisez avec vos collègues? Vous êtes combien? Alors nous on travaille en équipe 3-8, on est toujours deux. Donc il n'y a pas de moment où il n'y a personne qui surveille, il y a toujours quelqu'un derrière ces écrans de contrôle. Il y a toujours quelqu'un en surveillance, oui. D'ailleurs c'est notre rôle, hein, le rôle de surveillant péage, opérateur de supervision. On surveille la gare, le trafic, on veille à ce qu'il n'y ait pas d'accident. Alors justement là en l'occurrence, on a l'impression que la barre elle s'est cassée, comment vous faites après? Alors là, si la barre, quelquefois on nous l'emmène, hein, et il faut automatiquement la remplacer, hein, on a aussi une procédure avec nos responsables. On demande à la remplacer par nos agents de maintenance qualité ou la. Vous prévenez tout de suite. On prévient tout de suite, oui. Eh bien, merci à vous Isabelle Donat. Bonne continuation. Quant à moi, je reste ici avec toute l'équipe. On vous retrouve pour continuer à parler de ça dans le grand direct du midi. À tout à l'heure. À tout à l'heure, Faiza. Et surveillez bien. Rubrique connectée mais sans contact. Vous allez comprendre tout de suite de quoi il s'agit. Une nouvelle façon d'utiliser sa carte bleue grâce au paiement sans contact. Avantages et inconvénients tout de suite avec Pascal Sulochat en direct et en duplex de Besançon. Bonjour Pascal, donc le paiement sans contact, qu'est-ce que c'est? Bonjour Muriel, alors le paiement sans contact, c'est en fait une nouvelle façon d'utiliser votre carte bleue. Vous êtes par exemple à la boulangerie ou chez le marchand de journaux ou bien simplement pour prendre un petit café. Eh bien, au lieu de sortir de la monnaie et de chercher la fameuse pièce de 2 centimes que vous ne trouvez pas au fond de votre porte-monnaie, vous pouvez simplement, avec votre carte bleue, la passer au-dessus du lecteur et valider votre paiement directement sans même saisir votre code. Donc c'est plus rapide et plus simple qu'un paiement classique, que ce soit par monnaie ou par carte bleue avec contact. Mais toutes les cartes ne sont pas capables de payer sans contact et pour l'instant, environ 1 commerce sur 5 accepte ce type de paiement. Justement, vous disiez comment savoir si je peux payer sans contact? Alors si votre carte, Muriel, a été renouvelée récemment, elle a certainement cette petite puce qui permet de communiquer sans contact. Beaucoup de banques ont envoyé ces cartes à leurs clients, parfois sans prévenir leurs clients, donc vous ne le savez pas forcément. Pour en être sûr, il suffit de regarder si vous avez ce petit logo en forme d'onde sur votre carte. S'il est sur votre carte, c'est que vous pouvez payer sans contact, comme je vous l'ai expliqué juste avant, simplement en passant votre carte au-dessus d'un terminal de paiement qui, lui, a ce même logo que vous avez vu à l'écran. Ça signifie, si votre carte a ce logo, ça signifie qu'elle est équipée d'une puce NFC, une puce qui lui permet de communiquer en champ proche avec le terminal de paiement. Mais il y a une limite de 20 € pour chaque type de paiement. Oui, c'est rassurant. C'est rassurant, mais tout de même, si je me fais voler ma carte, comment ça se passe? Alors, comme avec n'importe quelle carte, si vous faites voler votre carte, la première chose à faire, c'est de déclarer le vol auprès de votre banque pour permettre de bloquer toute transaction avec cette carte. Mais là, il faut le faire d'autant plus vite qu'il n'y a pas besoin de code pour effectuer des petits paiements. Plus gênant, des chercheurs au Royaume-Uni, à Newcastle, des chercheurs en sécurité informatique ont démontré qu'en utilisant une autre monnaie avec le terminal de paiement, comme par exemple le dollar à la place de l'euro, il était possible de passer outre cette limite de 20 € par paiement. Donc ça peut être très embêtant, on peut vous facturer quelque chose à 2 000 ou 3 000 $. Évidemment, les banques sont assurées pour ce type de fraude. Autre problème avec ces cartes NFC qui a été relevé, c'est que certaines données sur la carte ne sont pas cryptées. Ça signifie qu'avec un simple téléphone portable et une application que vous trouvez gratuitement, vous pouvez, en passant votre téléphone à côté d'une de ces cartes sans contact, récupérer le numéro de la carte,
mais aussi la date d'expiration, ce qui peut être suffisant pour payer sur certains sites Internet à l'étranger. Donc attention à cela. Mais relativisons quand même, ça donne moins d'informations que si on prend une photo de votre carte bleue, par exemple, où alors votre nom apparaît. Oui, mais Pascal, je vais être très franche avec vous, ça ne m'inspire pas forcément confiance. Comment éviter le piratage avec ma carte ? Alors, je peux comprendre qu'on n'ait pas forcément très confiance en ce système-là. Moi-même, je suis un tout petit peu méfiant. Vous pouvez tout simplement demander à votre banque une carte qui ne possède pas cette fonctionnalité, donc une carte sans NFC, sans ce système sans contact. Ou alors, si jamais vous trouvez que ce système est quand même pratique et rapide, ce qui est mon cas, vous pouvez vous procurer un étui dans lequel vous glissez votre carte qui peut vous permettre de bloquer les ondes et qui vous évite de vous faire voler justement par le biais de l'application que je vous ai montré tout à l'heure vos coordonnées de carte. Et certaines banques en fournissent même gratuitement à leurs clients. C'est l'avenir quand même, finalement. Exactement. Bientôt, on pourra tous payer avec notre téléphone portable. Apple et Google s'y emploient, et même avec la future montre connectée d'Apple. Oui, mais de l'autre côté, il y a quand même de la sécurité garantie aux porteurs de cartes ? Alors, il y a effectivement des assurances. Les banques sont assurées pour les fraudes. Donc, effectivement, si jamais vous vous faites voler votre carte ou si vous constatez une opération frauduleuse, déclarez-le le plus vite possible à votre banque. En règle générale, vous n'aurez pas trop de soucis pour vous faire rembourser. Merci Pascal pour toutes ces précisions et on vous retrouve dans 15 jours. Restons connectés grâce au feuilleton de la semaine, boules de poils ou de plumes. Les animaux ont des vertus thérapeutiques. Rencontre avec Hanoï et Gandhi, deux labradors pas comme les autres. Ils sont chiens guides d'aveugles. Anne Berger et Isabelle Rivière. Attention. Dans son appartement, Tony vit seul, mais entouré d'animaux. Il y a Léa, le gris du Gabon, Mélodie et Léo, les birmans. Il y a aussi Hanoï, une chienne labrador de 2 ans, arrivée mi-décembre. Elle lui a été confiée par une association de chiens guides d'aveugles. Non, t'as pas envie de venir? Pour l'instant, on est en période de réglage, on va dire, pour que le binôme puisse fonctionner le mieux possible. Et après... je pense qu'après, ça va tourner parfaitement. Oui. L'école de chiens guides veille sur le nouveau binôme et les animaux qui restent sa propriété. Des chiens élevés en famille d'accueil et spécialement éduqués pendant 2 ans avant d'être remis à des maîtres. Voilà, donc ça se passe bien alors avec votre chien? Oui. Ouais, vous êtes bien... Très bien. Bien fait, d'accord. On revit. On ne remet pas n'importe quel chien, n'importe quelle personne. Il y a des problèmes de taille, vous avez des gens qui sont plus grands, d'autres qui sont plus petits. Vous avez des gens qui marchent vite, d'autres qui marchent lentement. Vous avez aussi des problèmes de caractère qui sont du domaine on ne sait pas pourquoi, mais ça va bien se passer avec un chien, ça passera moins bien avec un autre. Son harnais sur le dos, pour Hanoï, c'est l'heure d'aller travailler, et elle le sait. Allez, en avant. Allez, la fille. Tu vas à droite? Hanoï, à droite. Allez, c'est parti, ma fille. Un chien guide, dans tous les cas, ça change une vie, la vie du bénéficiaire en tout cas, pour pas mal de choses. C'est un outil, entre guillemets, qui est là en permanence pour m'aider. Quelque part, c'était un gain d'autonomie que j'ai en plus. Donc, Hanoï, quelque part, c'est... Oui, comme j'ai toujours, c'est mes yeux, donc ça va très bien. Pour Gandhi et Denis, son maître, c'est l'heure de rentrer à la maison. Ils viennent de passer leur journée au bureau. Denis travaille pour un opérateur téléphonique. Il retrouve Aïcha, son épouse non-voyante, elle aussi. C'est bien, c'est gentil. Dès que je lui enlève son harnais, ça redevient un chien, je dirais, ordinaire, et c'est le chien de la maison, le chien de la famille, quoi. Denis est aujourd'hui le délégué départemental en Côte d'Or de l'école de chiens guides de Lyon. Sa principale mission, faire connaître l'association au grand public et surtout à tous ceux qui souhaiteraient un chien guide, bien moins nombreux qu'on l'imagine. Je ne sais pas s'il y a des craintes ou de l'appréhension. Bon, après, c'est vrai que c'est un choix personnel, hein. Bon, déjà, voilà, faut aimer les animaux. Il y a le contexte de vie, je pense, qui est important.
Quand je dis ça, je pense au fait de si on vit en maison, en appartement, en plein centre-ville, bon, faut penser à ça, il faut pouvoir sortir son chien, pouvoir le lâcher, qu'il puisse gambader. L'association, qui remet une quinzaine de chiens par an, devrait dans quelques mois ouvrir une antenne à Dijon. Et d'ici là, Gandhi aura sûrement 2 maîtres. Denis bien sûr, mais aussi Aïcha. En parlant comme ça avec Denis, il me dit oui, mais bon, 2 chiens dans la maison, ça va pas être possible, c'est beaucoup, et c'est vrai, ça fait du travail, tout ça. Et comme ça, un jour, pas comme un autre, je dis, puis peut-être utiliser le même pour les 2, ça se fait peut-être, ça s'est déjà fait, on ne sait pas. Donc on en a parlé à l'école de chiens de Lyon, et puis ils nous ont dit oui, ça se fait, il faut qu'on étudie l'affaire. Et là, c'est en cours, et du coup, Gandhi va pouvoir me guider aussi. Aïcha partira en formation quelques jours avec Gandhi, le temps d'apprendre au Labrador à avoir des yeux pour 3. Et demain, le feuilleton vous propose une rencontre avec des poneys thérapeutes. Demain, justement, à 8h50, avant votre matinale, vous avez rendez-vous avec l'histoire grâce au magazine Pourquoi chercher plus loin. Retour sur l'épopée industrielle du Creusot. C'est toute l'histoire de la ville-usine qui vous est contée. Mémoire du Creusot, en voici un extrait. C'est l'histoire d'un trésor. Un trésor en papier, caché dans des tiroirs, empilés sur des étagères. Point de pièces, ni de billets dans cette histoire, mais des milliers de documents témoins d'une époque, d'une histoire. Celle de l'industrie Schneider, indissociable par ailleurs de celle du Creusot. C'est là, dans ce petit coin au sud de la Bourgogne, que ce trésor est gardé par les membres de l'Académie François Bourdon. Pour nous guider dans ce passé industriel glorieux, mais aussi douloureux par moments, des anciens de Schneider, des métallos, des historiens, des scientifiques qui véhiculent aujourd'hui la mémoire du Creusot. Ancien de Schneider et de l'Académie François Bourdon, Roger Cabaton vient souvent consulter les archives pour s'adonner à sa passion pour la généalogie. Alors, ce que vous avez trouvé ici, me concernant, moi, c'est ma fiche d'entrée à l'école spéciale Schneider, bien sûr. Robert Garcelon est lui aussi un pur produit Schneider. Accompagné de Laetitia Billard, ingénieure chez ArcelorMittal, cet ancien agent de maîtrise nous entraînera dans l'ambiance si particulière d'une aciérie. Une atmosphère qu'il n'avait pas retrouvée depuis 20 ans. Oui, donc à découvrir demain, juste avant la matinale. Merci de votre fidélité. À suivre la météo, midi en France. Retour de l'actualité à midi dans nos 2 régions. Et vous retrouverez également Faiza Garel en direct de l'autoroute. N'oubliez pas, vous pouvez également nous envoyer des mails sur bfc.matin@francetv.fr. Vous le voyez, l'adresse s'affiche juste en dessous. Et restez connectés car bientôt Bourgogne-Franche-Comté Matin vous proposera un nouveau quiz. Passez une très belle après-midi et surtout n'oubliez pas, profitez bien de la vie. À demain.